Bonjour Marie-Estelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Dominique. Très heureux de passer ce moment avec toi et d'autant plus que tu as une actualité particulière qui est la sortie récente de ton livre Être parent en temps de crise et qui est un livre qui parle effectivement de ce que nos enfants et nos jeunes ont vécu à l'occasion de la crise sanitaire, mais je crois qu'on peut même l'étendre aux crises successives ayant trait aux guerres en Ukraine ou en Israël. La question de l'incertitude climatique, on sait qu'il y a aujourd'hui une angoisse climatique chez un certain nombre de jeunes qui se demandent même à quoi bon faire des enfants. Enfin, on sent qu'il y a un moment extrêmement anxiogène. Et puis, je t'ai souvent complimenté sur ta manière d'écrire, mais ceux qui me suivent savent que la flatterie ne fait pas partie de mon fonds de commerce, parce que je trouve que tu as un équilibre magistral entre la rigueur du propos, c'est-à-dire que c'est toujours extrêmement précis sur le plan psychologique et très bien décrit, alors qu'on Merci. sait que c'est toujours un risque de partir dans la psychologie de supermarché ou des espèces de tarte à la crème psychologiques. Non, toi, c'est toujours rigoureux, mais en même temps, c'est très accessible, ce qui fait que toute personne, même sans avoir des antécédents d'années de psychanalyse ou d'études de psycho, peut tout de suite s'orienter dedans. Et avec un livre qui parle vraiment, en ce qui me concerne, de l'ère du temps, c'est-à-dire de ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire vivre collectivement, mais aussi à l'intérieur des familles, hein, concrètement, à nos enfants et à nos jeunes. Et j'avais envie de te poser la question pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? C'est quand même beaucoup de boulot, tu as une vie familiale, une vie professionnelle, il faut dégager le temps d'écrire, y consacrer le temps et l'effort. Donc si tu te penches sur le moment où l'idée t'est venue, comment est-ce que tu pourrais décrire pour le partager avec nous la motivation que tu as puisée en toi de créer ce nouvel ouvrage? D'abord, je te remercie parce que tu viens de gratifier mon narcissisme pour plusieurs semaines. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur depuis que je gratte du papier. C'est de rendre accessibles des choses compliquées sans les simplifier et les dénaturer. Parce que j'avais remarqué quand j'étais étudiante en psycho que les écrits étaient soit complètement hermétiques et inaccessibles, soit trop vulgarisateurs et un petit peu pauvres. Donc j'ai toujours essayé d'avoir cet équilibre. Donc ton compliment me rassure sur le fait que cet objectif est peut-être atteint. Alors l'idée, elle est venue en fait, elle n'est pas venue de moi. J'ai été contactée par l'éditeur qui m'entendait depuis 2020 alerter sur les dégâts psychologiques au sein de la population et notamment chez les jeunes, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que les 18-25 ans sont la tranche d'âge dans beaucoup de pays occidentaux, mais en tout cas en France, c'est une certitude qui va le plus mal. Euh, il m'a dit voilà, j'aimerais bien avoir votre regard, votre réflexion sur ce qui s'est passé pendant la crise, etc. Et moi, en fait, je me suis dit mais ce livre, au-delà d'une simple compilation des réflexions et des constats cliniques que j'ai pu faire pendant 3 ans, il a vraiment, il a vraiment deux sources de légitimité. C'est d'abord effectivement la vague pédopsychiatrique sans précédent qu'on a observée pendant la crise Covid, c'est-à-dire que la crise sanitaire, la crise Covid a été le paroxysme pour moi d'un processus d'effondrement de la santé mentale des jeunes. Déjà, entre 2014 et 2021, les jeunes avaient augmenté de 155% leur consommation de psychotropes. Et à partir de 2021, ça a carrément flambé. Donc, on sait bien avec le rapport de Claire Hédon, etc., la rapporteuse qui avait commis un très beau travail sur l'état de la santé mentale des jeunes en France, euh, que la santé mentale était très fragilisée depuis 2010-2015. Et donc, je pars de ce constat, une vague pédopsychiatrique sans précédent en France, des défenestrations chez des enfants de 7 à 11 ans. Euh, donc, vraiment une préoccupation très importante que j'ai mis du temps à faire rentrer dans la tête de certains journalistes, où il y a eu beaucoup de déni, parce que comme on est dans une société du chiffre, quand vous amenez un constat clinique, on vous dit c'est subjectif, c'est de la merde, et puis on attend les chiffres, mais une fois qu'il y a les chiffres, 2 ans plus tard, des études longitudinales et statistiques, bah, s'il y a les chiffres, c'est que c'est trop tard et que le mal est fait. Donc voilà, il y avait cette vague pédopsychiatrique, et puis le constat en parallèle de la fin de l'autorité parentale, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on déboulonne soigneusement tous les fondements de l'autorité parentale, c'est-à-dire la capacité d'avoir du sens critique, la capacité d'avoir un débat qui soit pas binaire, la figure paternelle, la figure maternelle, le couple,
la famille, les racines. Donc, on a bien déboulonné toutes les figures d'autorité. Et évidemment, la santé mentale des jeunes, elle s'effondre selon une courbe exactement parallèle à l'effondrement de l'autorité parentale et à la baisse du niveau d'instruction, comme c'est bizarre. Quand on les instruit pas et qu'on les éduque pas, ils vont mal. Donc, je suis partie de ce constat qui est une évidence, mais qui est un éléphant au milieu du salon parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup. En me disant, je vais commettre un ouvrage où je sors de ma posture de lanceuse d'alerte et où je rentre dans la posture de la psychologue aussi qui propose une espérance, qui propose quelque chose. Donc, je vais essayer d'aider les parents pour aider les enfants. Donc, c'est parti de ce constat et voilà, ça a donné ce livre un petit peu, comment dire, hybride, puisqu'il y a à la fois de la neuropsychologie, de la sociologie, une réflexion politique aussi, et puis des conseils pour identifier un enfant qui est en souffrance par rapport à un enfant qui est dans un processus classique d'adolescence, mais pas forcément dans une souffrance. Merci, et tu ouvres la porte à une deuxième salve de compliments, mais tant qu'ils sont sincères, je trouve qu'on peut vraiment se permettre d'y aller. Une autre chose que j'ai adoré dans ton livre, c'est qu'il est multidimensionnel. C'est-à-dire que tu t'adresses a priori à des adultes qui ont la responsabilité d'enfants, donc des parents, des grands-parents, des oncles et tantes, voire des professionnels, comme des gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation ou du soin. Mais évidemment que ça fait aussi assonance avec l'enfant intérieur qui est en chacun d'entre nous, et qui n'a pas pu ne pas entrer en résonance avec ce qu'on faisait subir aux enfants réels du monde extérieur. Donc forcément que ça nous renvoie aussi à notre histoire et à notre construction. Et puis effectivement, avec cette manière à laquelle je suis sensible en tant qu'anthropologue, que tu as d'aborder les évolutions de fond de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder des questions comme celles que tu traites dans le livre sans parler de ces évolutions longitudinales que tu viens de rappeler. Et donc, en fait, c'est un livre qui, je trouve, crée beaucoup d'assonances dans beaucoup de registres différents, celui de notre responsabilité d'adulte vis-à-vis de l'enfance, celui de notre relation à nous-mêmes et à l'enfant que nous avons été et que nous continuons d'être à bien des manières, et puis le collectif et notamment la manière dont il est en train de se désorganiser énormément aujourd'hui. Et tu sais, il y a alors moi j'ai été très traumatisé en tant qu'expert en santé publique par ce qui a été imposé à la population, parce qu'il y a un principe de base, c'est qu'on n'impose rien qui ne soit pas absolument nécessaire et à coup sûr efficace. C'est-à-dire qu'on peut empiéter sur les libertés individuelles et faire pression sur des groupes de la population, mais à condition que ça soit absolument essentiel, qu'on ne puisse pas faire autrement et que ça soit à coup sûr efficace. Et là, alors on est parti dans toutes les directions d'une manière qui par ailleurs contredisait tout ce qu'on savait devoir faire, c'est-à-dire les plans pandémie, mais en particulier avec une atteinte particulièrement violente sur les groupes les plus vulnérables de la population, c'est-à-dire les enfants, les personnes très âgées, les femmes enceintes et parturientes, à qui on a littéralement fait vivre un enfer, alors qu'il n'y avait aucune justification. Et sur les enfants, je rappelle juste pour les gens qui l'ignoreraient, mais donc les enfants n'ont pas été touchés par la maladie, il n'y a pas eu de décès d'enfants en bonne santé, ça n'a pas existé au cours de la crise Covid, mais en plus ils étaient très peu transmetteurs. Donc quand on s'est mis à émettre des messages comme « je ne tue pas mamie, je ne tue pas papy », ce qui est une monstruosité sur le plan psychique, ça n'avait aucune justification d'aucun ordre. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la non-prise en considération de l'impact que ça pouvait avoir sur des psychismes d'enfants. Et avec, bien sûr, tout le vertige de me dire, mais qu'est-ce que ça dit de notre perte de contact avec l'enfance et la réalité de l'enfant ? Qu'est-ce que ça dit de la mutilation intérieure dans laquelle sont la plupart des gens aujourd'hui en Occident quant à ce monde de l'enfance ? Ça, c'est un des symptômes, de la même manière que qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'enfance quand on a des adultes en position de responsabilité institutionnelle qui restent passifs face à un harcèlement comme celui de l'INSEE. Et qui n'interviennent pas pour sauver leur petite carrière. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été détruit du rapport à l'enfant et à la transmission, bien sûr, et à l'idée qu'on est avant tout des figures secourables pour un enfant. Voilà, on doit les élever, on ne doit pas les écraser. Et effectivement, tu as raison de rappeler qu'il y a eu des morts chez les enfants, il y a eu des morts par suicide, il y a eu des morts liées à la gestion de la crise, alors que le nombre d'enfants morts du Covid est très proche de zéro, et c'était des comorbidités chez des enfants qui avaient donc déjà des grandes difficultés respiratoires, par exemple, des obésités morbides, et je ne sais même pas s'il y a de cas d'enfants morts du Covid avec une obésité simple, sans autre comorbidité. Donc, effectivement, je crois que quand quelque chose arrive dans le monde extérieur, de toute façon,
on l'encaisse et on y fait écho en fonction de notre histoire et de notre type de personnalité. Donc, on voit bien comment les parents ont été ou pas en capacité de filtrer, en capacité de maintenir les murs de la maison par rapport à l'angoisse et à la culpabilité, ont été capables de protéger les enfants, de se rappeler avec bon sens qu'un enfant, même en période hivernale avec des virus, a besoin de câlins pour ne pas se déprimer. Et donc, parce qu'il y avait des parents très cortiqués avec 10 ans d'études qui m'expliquaient qu'à la maison, ils gardaient le masque en faisant à dîner pour leurs enfants. Donc, voilà, en fonction de ce que les parents ont pu analyser ou pas de leur propre éducation, de leur propre rapport à l'acceptation sociale, à la peur de l'ostracisation aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont... Évidemment, les gens n'ont pas obéi par peur du Covid, ou très peu. Ils ont obéi par peur de l'ostracisation et d'être marginalisés et d'être montrés du doigt. Leur rapport à la paresse intellectuelle. C'est aussi une forme de paresse intellectuelle, de dire je réfléchis pas, je fais ce qu'on me dit. Et on a bien vu que finalement, des parents qui avaient connu dans leur histoire des systèmes familiaux totalitaires avec de la manipulation, avec de l'emprise, avec du chantage, avec de l'humiliation, avec une focalisation excessive sur un aspect de la réalité au détriment de tous les autres, c'est-à-dire tous ces critères rappelés par Goldman, je crois, si je ne me trompe pas, de torture psychologique. Eh bien, s'ils avaient travaillé sur leur histoire, comme je crois que c'est un petit peu mon cas, qui a été dans un système familial totalitaire, mais qui ait travaillé ça et qui ait trié le bon grain de livret dans mon éducation, j'ai pu repérer, parce que ça a fait tilt, il y avait une trace mnésique chez moi. Donc l'idée qu'on enferme de force des enfants bien portants, oublier les droits de l'homme au nom de la santé, ça m'a paru quand même un peu bizarre. Donc il y avait une mémoire antérieure que j'avais travaillée. Donc j'étais sortie de l'emprise, mais je savais ce que c'était que l'emprise, donc j'ai pu repérer des mécanismes de manipulation et prendre du recul. En revanche, un parent qui n'avait rien vécu, qui ne sait pas ce que c'est que la manipulation, a pu se laisser prendre dans le narratif, parce que même si vous n'êtes pas très convaincu, quand tout le monde vous le répète toute la journée et que ça devient une condition pour pouvoir rentrer dans son entreprise, bah vous finissez par y croire. Enfin, je veux dire, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et puis, il y a l'effet moutonnier, évidemment, mais ça, on y reviendra. Et puis, les parents qui avaient été dans des systèmes familiaux humiliants, sévères, totalitaires, mais qui n'étaient jamais sortis du trauma, qui savaient même pas qu'ils avaient été traumatisés. Eux, ils appliquaient les règles. Ils voyaient pas la violence. N'ayant pas identifié la violence qui leur avait été faite à eux, enfants, ils ne voyaient pas la violence. Et moi, j'ai assisté à des parents, des quadras comme moi, à qui un enfant devant moi racontait que la maîtresse avait scotché le masque sur le nez d'un élève de 9 ans parce qu'il était mal mis, et le parent qui se marre. Le parent qui se marre parce que bien évidemment que lui a été moqué, a été rabaissé, a été humilié, sauf qu'il n'a jamais désidéalisé papa ou maman. Et il envoie donc le message à son enfant que dans la vie, il faut être du côté du plus fort. Que c'est pas grave l'humiliation. Donc, il donne à son enfant la possibilité de devenir un petit individualiste, un petit manipulateur, qui va essayer d'être du bon côté du manche. Alors que s'il peut se positionner en disant non, mais là, c'est pas OK. C'est même plus la question du masque. C'est la question de qui est un professeur en situation d'enseignement pour humilier un enfant. Sous aucun motif, on humilie un enfant quand on est enseignant. Aucun. Voilà. Et je crois qu'il y a des parents qui ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas le recul, ils n'avaient pas bossé sur eux. C'est pour ça que je dis dans le livre, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un gamin, c'est d'avoir bossé sur votre histoire. Absolument, et moi-même qui ai longtemps travaillé sur moi, mais aussi accompagné des personnes pendant un certain temps, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait vraiment dans le processus thérapeutique une restauration du système de la douleur. Savoir souffrir de ce qui fait mal, ça peut sembler bizarre comme phrase, mais parce que quand on est dans des systèmes pervers ou maltraitants, c'est vrai qu'on apprend à s'insensibiliser et finalement à survivre à quelque chose de toxique, alors que pouvoir mesurer, non, ça fait mal, c'est douloureux, il faut... Donc tu commences ton livre par le trauma, ce qui me semble tout à fait juste. Le deuxième chapitre, c'est l'effondrement. Et moi, en tout cas, j'ai vécu un traumatisme au carré. Premier traumatisme, ça a été de voir que notre société avait été capable de se conduire aussi mal
partir dans la panique, de brader l'éthique, de s'en prendre aux catégories les plus vulnérables de la population, à travers les mesures qui étaient prises, mais aussi à travers le fait que tout le monde faisait semblant que ça ne posait aucun problème. Et vraiment avec des chocs. Par exemple, un professeur de psychologie à l'Université de Genève qui fait partie du Conseil des droits de l'enfant des Nations Unies est intervenu dans la presse pour expliquer aux parents qui s'inquiétaient sur le port du masque à l'école primaire, pourquoi en fait ça posait aucun problème. Et que les enfants étaient tout contents de porter le masque. Donc tu vois, moi j'ai eu ce deuxième niveau de traumatisme qui a été de me dire, mais comment des experts en qui j'avais une confiance raisonnable, parce qu'il sort pas de nulle part ce type, tu vois, il a des compétences au départ, mais de partir en vrille d'une manière aussi spectaculaire, j'ai trouvé ça extrêmement difficile à vivre et ça me reste comme Oui, dimension un peu oui. cauchemardesque de ce que nous avons vécu. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que la crise a fait tomber beaucoup de masques, sans mauvais jeu de mots, et que alors effectivement, je reviens sur la question du trauma et de la dissociation pour expliquer aux parents que eux-mêmes ont vécu. Nous avons vécu. Nous devons commencer aujourd'hui par admettre que nous avons vécu un trauma, même si on va bien, même si on n'a pas de séquelles, même si on avait des bénéfices secondaires à être en télétravail à la campagne, peu importe. Il y a eu un trauma. Il y a eu un trauma qu'il y a eu une scène inaugurale traumatique sidérante, 16 mars 2020, tout s'arrête, le contrôle sur notre vie nous est pris, les repères vacillent, le temps et l'espace sont complètement modifiés, on est assigné à résidence. À partir de là, même ceux qui étaient dans des belles maisons, etc., ils rentrent dans une logique du trauma. C'est-à-dire que parce qu'on a vécu ça, ensuite toutes les mesures qui suivront trouveront un certain degré d'acceptabilité, variable selon tout ce qu'on a dit, parce que les gens se diront tout mais pas ça. Il faut pas retourner en confinement. Donc il vaut mieux un QR code, donc il vaut mieux, donc il vaut mieux. Et ça, c'est la logique du trauma. C'est l'enfant qui a été enfermé pendant 3 jours à la cave et qui se dit après, tout mais pas ça, donc j'accepte les demandes délirantes de mon parent pervers, fou, tyrannique, etc., etc. Donc il y a eu ce trauma. Et évidemment, il a engendré chez certains de la dissociation. Et j'explique ce que c'est que la dissociation. Quand tu dis on se désensibilise, il faut réparer l'appareil à sentir, l'appareil à souffrir, c'est qu'effectivement, pour pas souffrir, on ressent plus rien, hein, c'est-à-dire que ça se passe au niveau vraiment neurobiologique. Hein, il y a des hormones anesthésiantes qui vont faire le boulot, la kétamine notamment, et des hormones morphinomimétiques qui vont encapsuler littéralement toutes les hormones de stress et qui vont mettre le sujet en état d'anesthésie, d'hypoactivation, de résignation, d'effondrement. Finalement, tout passe, il est dans du cellophane. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est coupé des émotions douloureuses, on est aussi coupé des émotions utiles. Donc, les parents dissociés n'étaient plus en capacité d'être en colère, d'avoir de l'empathie, de s'identifier à un enfant qui n'en peut plus à la fin de la journée d'avoir de la buée sur ses lunettes et d'avoir la mal à la tête pour voir sur le tableau. Et donc, cette dissociation arrive à transformer des gens qui sont bons en exécutants d'ordre pervers. C'est pour ça qu'on doit vraiment restaurer notre capacité, comme tu le dis, à sentir, à penser et à souffrir, mais souffrir au sens vraiment presque étymologique, d'éprouver les choses pour pouvoir les qualifier et de dire mais non, mais c'est pas ok, dans mes tripes de mère, c'est pas ok de mettre un masque quand j'ai mon bébé, quoi. Parce qu'effectivement, moi j'étais parturiente pendant le Covid, c'était carrément n'importe quoi dans les maternités. Donc voilà, donc ça, je reviens là-dessus, et puis je crois que ça a révélé, quand tu dis j'avais confiance dans cet expert, il y a un chapitre dans mon livre qui va pas m'aider à me faire des amis, mais c'est pas très grave, qui est sur, je l'appelle la formation, enfin la déformation, je mets D entre parenthèses, la déformation des médecins. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public ne sait pas que les jeunes médecins de 40 ans qu'il a devant lui sont pas du tout les médecins d'il y a 2 ou 3 générations. C'est pas du tout quelqu'un qui a fait ses humanités, c'est pas du tout quelqu'un qui a lu des livres, à part quelques médecins qui viennent de familles où on leur a apporté ça. Mais si la famille ne l'a pas apporté, les études de médecine, c'est des QCM, c'est de la dissociation tout de suite parce qu'on les bizute au début de manière traumatique. Donc, pour pas passer pour des cons, ils sont obligés d'être des durs à cuire et de plus rien ressentir. On les fait pas bosser psychologiquement sur les motivations qu'ils ont à embrasser ce métier. Ils réfléchissent pas sur la mort, ils réfléchissent pas sur la vie, ils ont pas d'anthropologie, ils ont pas de philo, ils ont pas de psycho.
c'est des techniciens. Et donc, la médecine d'aujourd'hui n'est plus la rencontre entre la philosophie et la science. Donc, on a devant nous des technocrates, quoi. En fait, nos médecins sont des fonctionnaires qui fonctionnent. Voilà. Ils sont dans une pensée opératoire. Ils sont dans la logique de l'algorithme, donc ils ne sont plus dans la logique du vivant. Et c'est ça qui a rendu possible cette emprise de l'État sur la vie des individus, parce que les médecins, finalement, sont devenus l'instrument, la justification pseudo-scientifique de ces décisions. Et tout le monde a dit, ouais, pendant le Covid, c'est vrai qu'on est allé trop loin, mais en même temps, les médecins, ils faisaient chier, ils ont pris le pouvoir, les urgentistes. Non, c'est le contraire. Ils ont été instrumentalisés pour valider des mesures qui étaient intrusives avec la sphère intime. Absolument. Et tu sais, comme mes écrits ont eu un certain succès assez tôt, j'ai eu beaucoup d'emails qui m'ont été envoyés par des professeurs de médecine, des chercheurs, et notamment des médecins expérimentés qui avaient vécu la grippe de Hong Kong en 67-68, et qui disaient, mais il n'y a absolument rien de nouveau. On l'a déjà vécu à l'époque, c'est une grippe un peu forte, il y avait des gens qui étaient allongés dans les couloirs dont on essayait de s'occuper tant bien que mal, mais il n'y a absolument rien qui justifie une telle surréaction. Alors que les générations qui n'avaient pas connu ça et donc n'avaient pas cette référence dans leur expérience concrète ont été complètement captives des réponses soi-disant scientifiques, mais dont on sait qu'elles étaient en grande partie frauduleuses et donc n'avaient pas de filtre critique. Dans ces réactions problématiques des adultes, alors effectivement, il y a le côté dissociation, le côté de ne plus mesurer la gravité des choses, de dire des absurdités d'une manière péremptoire, mais il y a également un autre versant que tu abordes dans le livre qui est celui de l'hystérisation de la société. Parce qu'on a vraiment vu aussi des adultes devenir complètement hystériques. Et j'avais envie de te demander, est-ce que la sidération et l'hystérie, c'est comme deux côtés d'une même médaille? Est-ce qu'il y a une contiguïté entre les deux, ces deux expressions possibles d'une même réalité trop douloureuse psychiquement? Ou est-ce que c'est des registres très différents? Et comment est-ce que tu décodes le fait que les enfants, sans le savoir la plupart du temps, vu qu'on ne leur a pas donné de parole ou de récit pour leur expliquer, moi, je rêve de bandes dessinées, tu vois, qui reviennent sur la crise sanitaire et on voit des adultes devenir hystériques de manière comique pour que les enfants puissent en rire a posteriori et dire « Ah ouais, c'est vrai, ma maîtresse, elle était dans tous ses états, elle s'est mise à hurler quand le masque a glissé, mais parce qu'elle était à ce moment-là dans un glissement hystérique. » Sans qu'il y ait de... Tu vois, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent métaboliser intérieurement. Les Donc voilà, maîtresses qu'est-ce que tu pouvaient dirais que ces deux versants et de la réaction des enfants à être exposés à ça? Moi, j'ai beaucoup utilisé l'humour avec mon fils aîné, Ouais. énormément pour sortir de l'emprise. D'ailleurs, je lui ai expliqué que dans les systèmes de manipulation, il n'y avait pas d'humour possible et que l'humour était déjà une liberté, c'est-à-dire qu'il était confiné corporellement, mais l'humour était un déconfinement psychique. Et donc, on s'est pris quand même des bonnes barres de rire au sujet d'une maîtresse qui ouvrait les portes avec les pieds. Non, mais véridique, je ne l'invente pas. Bah non, mais faut ce qu'il faut. Tout de même, les gants, ça suffit pas. Oui, on était dans une scène, dans un toc géant, c'était très drôle. Mais moi, mon fils, il a fait des sketchs, il a fait même une fable à la manière de La Fontaine, en fait, avec des animaux qui donnaient des ordres à des enfants alors qu'ils n'avaient jamais vu d'enfant de leur vie. En fait, c'était ça. Voilà. Écoute, je crois que déjà, il y a un point très important, c'est que aussi bien la sidération que l'hystérie n'auraient pas pris cette ampleur et n'auraient pas été possibles dans une société qui n'aurait pas été déspiritualisée. C'est-à-dire que le Covid, il n'arrive pas n'importe quand. Quand le Covid arrive, c'est en 2020. En Occident, on parle de l'Occident parce qu'en Afrique, ils ont géré différemment, etc., etc. Mais en Occident, le Covid en 2020, il arrive dans une société entièrement technicisée, technologisée, virtualisée et déspiritualisée. Et là, moi, j'ai rien inventé. On relit Bernanos, La liberté, pourquoi faire, son recueil de conférences magistrales, La liberté, pourquoi faire. Tout est dit. C'est-à-dire qu'il nous prévient. Il nous dit, vous avez très mal, on va très mal gérer le trauma de la Seconde Guerre mondiale. Pour ne pas replonger dans l'horreur, parce qu'on est dans la logique du trauma, tout mais pas ça, et éviter les idéologies mortifères, on va transférer tout le pouvoir sur la technologie, le progrès.
Et en réalité, ce que dit Bernanos, Husserl l'avait dit quelques dizaines d'années plus tôt, en disant la crise de l'Occident, elle repose sur le fait qu'à un moment donné, le positivisme scientifique prend le pas sur la philosophie. Et pour moi, pas pour Husserl, là je finis la citation, pour moi, Marie-Estelle, le positivisme scientifique, c'est le négationnisme spirituel. C'est le négativisme plutôt que le négationnisme, pardon, le négativisme spirituel. C'est-à-dire que quand tu es dans une société où de toute façon Dieu n'existe pas, l'autorité paternelle c'est de la merde, il y a plus rien au-dessus de ta tête, tu as le vertige puisque tu n'es pas tout puissant. Tu le sais au fond de toi que tu n'es pas tout puissant. Donc comme tu as besoin de croire, parce que tous les grands mammifères ont besoin de croire, l'éthologie l'a montré, les neurosciences l'ont montré, l'être humain a besoin de croire, Winnicott l'a dit, le bébé a besoin de croire qu'il existe une figure secourable et que la vie vaut la peine d'être vécue. Il va se raccrocher à autre chose, mais du coup il va se raccrocher à n'importe quoi. Alors n'importe quoi, ça peut être une idéologie islamiste radicale, un discours politique, un petit narratif marketing à la noix qui lui dit que le soja va sauver la planète. Ça peut être n'importe quoi, mais on ne peut pas vivre sans croire. Donc si on ne croit pas en quelque chose qui nous fait grandir, et à la limite, peu importe que Dieu existe ou pas, mais quand j'y crois, ça me tire vers le haut. On va croire à des trucs qui sont la médecine, le progrès, etc., etc. Et donc évidemment, on va demander beaucoup trop à la médecine. Évidemment, on va être déçu. Donc on est arrivé finalement très vulnérable parce que dans une société où tout ce qui compte, c'est le progrès technique et la consommation matérielle, quand surgit l'angoisse de mort, quand surgit l'angoisse de solitude, quand surgit la maladie, quand surgit la finitude et que finalement nos petits artefacts technologiques ne suffisent plus, on n'a rien, on est pauvre. Et donc l'emprise du discours, vous inquiétez pas, on a la solution miracle, le vaccin c'est magique, le confinement ça résoudra tout. Mais les gens, ils veulent juste une certitude. Donc comme on en a fait voler en éclats tous leurs repères et toutes leurs certitudes et toutes leurs croyances, ils vont se ruer dessus. Et je pense que c'est ça qui a contribué à l'hystérisation. C'est que si on disait à quelqu'un « Non mais c'est pas la peine de vous énerver dans le bus sur un enfant de 6 ans qui a mal mis son masque, madame. Mais il va me tuer, s'il veut se tuer c'est son problème, mais il va me tuer !» Voilà, donc il y avait une... Si tu veux, l'amygdale cérébrale qui gère la peur, elle était complètement saturée par la peur. Donc, il n'y avait plus de rationalité possible. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant et que je dis dans le livre, c'est qu'en fait, on est dans une époque qui est régie par les chiffres. On est vraiment on est dans l'empire du chiffre. L'empire au sens régime impérialiste, mais au sens emprise. Il n'y a que les statistiques, il n'y a que les algorithmes. Et on n'a jamais été aussi peu rationnel. C'est-à-dire que la vie était régie comme une chorégraphie de malades obsessionnels hypocondriaques qui avaient des tocs. Et ça ne posait de problème à personne. Donc on avait des dames avec des gants en plastique qui passaient du gel hydroalcoolique sur leur carte bancaire avant de mettre la carte bancaire à la pharmacie derrière le plexiglas, mais c'était pas un problème. Voilà. Et donc nous, on se retrouvait avec des patients à qui on devait faire des cours de biologie et leur dire mais vous savez, les germes ont toujours existé, les défenses immunitaires aussi, voilà, parce qu'il y avait, je crois, un tel vide spirituel que la peur a pris, que du coup les croyances pathologiques ont pris et qu'on a perdu l'accès aussi bien dans la sidération que dans l'hystérie à une forme de rationalité et d'ancrage en fait, d'incarnation. Le paysan qui voit des vaches mourir tous les jours, il n'a pas cédé à la panique, hein. Mais les gens dans les grandes villes ont facilement adhéré à ce discours parce que finalement, ils étaient aussi bien déconnectés de leurs racines, leur ancrage corporel, que de leur dimension spirituelle. L'homme moderne, c'est un homme tronc, hein. Il n'a plus de racines et plus de branches. Hein. Alors il y a un principe qui est très important pour la salutogenèse, c'est l'intelligibilité, donc le simple fait de voir qu'il y a un désir résonnant, qui a l'air rationnel, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Moi, j'ai souvenir, ça aussi, c'est un objet de traumatisme, au Parlement suisse, à un moment donné, ils se sont arrangés pour mettre des plexiglas partout. Et donc, chaque parlementaire était dans son clapier en plexiglas, séparé des autres et des rangs devant, et ils étaient fiers comme Artaban. Nous participons à la lutte héroïque contre le très dangereux virus, et
un autre sujet de trauma pour moi, c'est que des années plus tard, alors que bon, de nouveau, je le rappelle, on savait qu'il fallait surtout pas faire ce qu'on a fait. On a vu que ça faisait des choses extrêmement destructrices et que ça protégeait pas. Ça a confirmé qu'il aurait surtout pas fallu faire ça. Et tous ceux qui ont été pris dans cette dérive, aujourd'hui, ont passé ça par perte et profit en disant on a bien agi, on a fait ce qu'il fallait. Ne revenons pas là-dessus parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Et donc, il y a cette perpétuation du déni du délire qui a existé, mais qui du coup crée presque un déni longitudinal. C'est-à-dire Ouais, bien sûr. qu'Aurélien Rousseau, qui continue à dire l'injection génique n'a aucun effet secondaire, alors que les chiffres de pharmacovigilance sont rouges dans tous les pays, on reste dans ce déni-là. Alors en tant qu'adulte, j'ai envie de dire Oui, précisément, parce que on je a la crois qu'il y a une ressource de... dimension de fuite en avant. Oui, oui, oui. Et donc nous, on a la ressource de l'intelligibilité sur qu'est-ce qui s'est passé et que ça reste une fuite en avant. Donc au moins, ça nous permet de vivre avec. Je veux dire, pas forcément très heureux, mais on peut le supporter. Pour les enfants, qu'est-ce que tu conseillerais, parce qu'ils sont quand même dans cette extraordinaire zone aveugle, où le monde dans lequel ils grandissent est devenu fou, les adultes sont devenus profondément irresponsables et irrationnels tout en ayant l'impression d'être responsables et rationnels. Donc ça laisse quand même une Pas empreinte qui est tous, par... pas tous, pas tous, C'est vrai, pas tous. c'est vrai. Et notamment dans la sphère privée, il y avait beaucoup plus de recul et de possibilités. Toi-même, tu étais aussi au front en tant que mère. Comment est-ce que tu t'es arrangé au fur et à mesure des mois qui passaient et des mesures absurdes qui nous étaient imposées pour essayer d'intégrer cette dimension de permettre à tes enfants de faire cas de ce qui leur arrivait? Donc, tu as mentionné l'humour. Dans une interview un jour, tu avais dit que si tu pouvais pas empêcher que l'école leur impose le masque, tu pouvais quand même exprimer ton désaccord. Et le fait que la pression sociale, la contrainte faisait qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, mais quand ton âme et conscience, dans ta conviction intime, tu étais en désaccord avec ça, ce qui est déjà aussi une manière de donner de l'oxygène à l'enfant. Oui, alors effectivement, moi en tant que mère, j'avais deux situations. J'avais l'adolescent qui donc était masqué, enfin pas encore adolescent, il avait 9 ans, euh, qui avait donc le masque à l'école, et puis j'avais deux nouveau-nés qui sont donc nés confinés. C'est-à-dire que quand je suis remontée de ma césarienne, j'ai été enfermée dans une pièce assez grande pour une maternité, une pièce de 14 mètres carrés pendant 10 jours et 10 nuits, seule, sans nurserie, avec deux bébés. Donc Wow. pendant 10 jours et 10 nuits, je n'ai quasiment pas dormi et j'étais à tour de rôle avec mes nourrissons, puisqu'on sait que les jumeaux, ils se réveillent beaucoup la nuit comme ils sont petits, ils naissent plus tôt, et pas de nurserie. Voilà, parce que Covid. Alors que normalement, quand vous avez des jumeaux, on vous prend les jumeaux la nuit pour que la maman puisse récupérer de sa césarienne. Et j'entendais les mamans qui étaient primipares. Moi, j'avais déjà accouché, mais j'entendais les mamans qui avaient leur premier enfant pleurer parce que le papa n'était pas là, parce qu'on leur demandait de rentrer le plus vite possible à la maison. Moi, j'avais dit, attendez, je vous préviens, j'ai eu des jumeaux, donc je m'en fous, je reste, quel que soit le risque. Et comme je vois personne, de toute façon, il n'y a pas de risque. Et on leur demandait de repartir, mais c'est dangereux pour une femme qui a eu son premier bébé de repartir au bout de 48 heures chez elle. D'abord, elle risque une descente d'organes. Elle est très 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 vulnérable psychiquement. Le premier enfant, on est dans un état de vulnérabilité psychique absolue. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'immunité psychique. C'est-à-dire votre boucher vous dit pas bonjour, vous fondez en larmes. Je veux dire, on est une femme qui vient d'accoucher pour la première fois, elle a besoin d'un environnement, d'un étayage, et elle ne les avait pas, et moi je pouvais pas aller les aider puisque de toute façon j'étais confinée avec deux bébés. Donc j'ai vécu ça, j'ai eu vraiment de la peine pour ces femmes. Moi j'avais des ressources intérieures et puis je suis psy, donc je prenais du recul, mais je me disais ça doit vraiment être terrible pour l'accueil de, qu'est-ce qu'on dit à ces bébés? On les accueille dans un monde muet et sans visage. Euh, et, euh, et en fait, bah, déjà, moi, je suis rentrée avec mes petits. Évidemment, j'avais jamais le masque avec eux. Les bébés, il n'était pas question qu'ils voient pas mon visage. Ça, c'était absolument inenvisageable. J'avais juste pris la décision de pas allaiter les jumeaux parce que je m'étais dit, si jamais je chope le Covid et que le médecin me dit qu'il faut arrêter l'allaitement, ça va traumatiser les enfants d'arrêter brutalement. Donc, voilà, j'avais pris cette décision. Alors, peut-être dans un autre contexte, j'aurais un petit peu allaité, au moins en partie. Parce que deux bébés, il faut quand même arriver à les nourrir. Le grand, je lui ai dit, écoute, voilà, moi je me trouve dans une situation où j'ai le choix entre deux maltraitances.
C'est-à-dire que là, l'État est en train de venir sur mon terrain d'autorité. Et j'ai le choix entre te maltraiter en te déscolarisant, alors que tu as un droit absolu à l'instruction, et que cette instruction, je ne peux que difficilement te la délivrer avec 2 nouveau-nés. Et l'autre maltraitance, c'est te faire porter un masque pour aller à l'école pour une maladie qui ne te concerne pas. Donc en fait, j'ai pensé que la meilleure posture vis-à-vis de mon enfant, c'était de pas faire comme si de rien n'était, c'était de pas mettre la poussière sous le tapis, c'était de lui dire la vérité, c'est-à-dire, voilà, je suis ta mère, je suis l'adulte. Et en tant qu'adulte, là, j'ai un peu les mains liées. C'est-à-dire que ma marge de manœuvre, elle est assez faible. C'est soit je te maltraite comme ça, soit je te maltraite comme ça, mais en tout cas, sache que j'ai conscience que dans les 2 cas, je te maltraite, que je ne suis pas d'accord. Et on a pris la décision avec son papa de pas le déscolariser, en se mettant, enfin moi, je me suis toujours mis la condition, et que je l'ai dit à mon fils, que chaque jour, il me dise comment il s'était senti, et qu'à la seconde où il sentait que ça altérait quoi que ce soit, son fonctionnement, qu'il avait des migraines, etc., on s'ouvrait la porte qui sèche l'école de 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps nécessaire pour se récupérer. Mais que je ne lui ferais pas intégrer de dégrader sa santé pour aller à l'école. Donc, j'ai eu la chance aussi de tomber sur un établissement où il y avait beaucoup de gens intelligents, donc ils n'ont pas harcelé les élèves, il n'y avait pas un trait à la craie dans la cour pour pas qu'ils bougent. Voilà, j'avais affaire à des gens cortiqués. Parce que la bêtise a été le relais de la perversité. Hein. Ils n'étaient pas tous pervers, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient très bêtes. On leur aurait dit de marcher avec un poulpe sur la tête pour se protéger de la contamination, et ils auraient été à la poissonnerie. Enfin, je veux dire, c'était pas plus compliqué que ça. Et finalement, mon fils, avec beaucoup d'humour, cette possibilité de sentir son parent en empathie, et surtout tu m'en parles et tu n'as pas peur de m'inquiéter en m'en parlant, parce qu'en fait mon rôle c'est de savoir comment tu vis les choses, et après on fera au mieux, et le mieux ne sera pas idéal. Et ça a été. Il m'a dit, quand on est revenu dessus, je lui ai dit l'année dernière, finalement, qu'est-ce que cette crise t'a appris? Il m'a dit, en fait, ça m'a quand même montré que c'est pas parce que des gens ont du pouvoir sur nous qu'ils nous veulent du bien ou qu'ils sont intelligents. Et il était très tranquille avec ça. Et je me suis dit, donc, tu as fait la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Et dans sa tête, c'est très clair. Voilà. Et puis les petits, j'ai eu peur qu'il y ait des retards de parole parce qu'ils étaient en collectivité avec des adultes masqués. Il y en a eu beaucoup dans la collectivité d'ailleurs, des enfants qui avaient du mal à s'exprimer en grandissant. Bon, je crois que on parlait beaucoup à la maison et qu'il n'y a pas, on a réussi à compenser, mais donc j'ai la chance que mes enfants aillent bien, mais j'ai eu cette crainte, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était très violent de les mettre entre les mains d'adultes qui n'avaient même pas le droit de respirer alors qu'ils s'occupaient de nos gosses, quoi. Je trouvais ça cruel pour les adultes et cruel pour les enfants. Ça aura peut-être fait des apprentissages précoces chez un certain nombre d'entre eux. Moi, j'ai vu vraiment chez les adultes qu'il y avait 2 principaux tuteurs de résilience. Le premier, c'est d'avoir été exposé au préalable à de la perversité, parce que la plupart des gens ne savent pas que ça existe et ne savent pas le remarquer, donc eux, ils peuvent même pas se douter que le médecin, l'enseignant, l'autorité est pris dans une logique perverse qu'il répercute, et donc là, il y a un défaut d'immunité. Et puis l'autre, ça a été le fait que les gens aient, c'est pas un très joli terme, j'en cherche un meilleur, si tu peux m'en proposer un, travailler sur eux, se soient engagés dans une rencontre avec eux-mêmes, leur sensibilité. L'introspection, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a dans l'espace public que des choses de bas niveau pour divertir les gens et les sortir d'eux-mêmes depuis toujours, hein. C'est parce que ça les divertit d'eux-mêmes, et que tant qu'on travaille pas sur ses angoisses, tant qu'on travaille pas sur ses peurs, on est ultra vulnérable, ultra influençable. Ça c'est évident. Et je pense que si tu veux quand je reviens au début du livre sur qu'est-ce qui a rendu ça possible, la possibilité du pire, elle arrive pas comme ça du jour au lendemain. Le Covid, il a pas surgi sur un terrain vierge. Il faut comprendre comment ça a été rendu possible. C'est que depuis 40 ans, tu as la perte de la spiritualité, la destruction des cadres, la baisse de l'instruction. Donc un médecin qui a pas fait d'histoire, il peut pas voir qu'il y a une dimension totalitaire. Il sait même pas ce que ça veut dire, totalitaire. Pour lui, totalitaire, ça veut dire goulag. Bon, voilà. S'il sait ce que c'est que le goulag.
Il y a la baisse de l'instruction. Et du coup, il y a ce besoin de se conformer de l'homme moderne, ce besoin de ne pas être ostracisé, ce besoin d'appartenance au groupe, quitte à divorcer de certaines parties de soi, en fait. C'est plus important de faire comme tout le monde, d'être dans le mouvement, que de rester aligné avec soi. Merci de rappeler cette importance de l'intériorité. On fait un petit clin d'œil au passage à Mathieu Bock-Côté qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le totalitarisme sans goulag, dans lequel il insiste sur justement cette polarisation de la pensée qui devient extrêmement intolérante et extrêmement totalitaire, à vrai dire, d'une manière qui n'est pas forcément visible parce qu'il n'y a pas les signes extérieurs habituels de totalitarisme. Donc Et un tu petit sais que clin d'ailleurs, tu d'œil. me demandais comment je faisais pour écrire. J'ai écrit mon livre au printemps dernier, voilà, en m'enfermant quelques jours pour commencer à travailler. Et c'est drôle parce que le livre que j'ai écrit et le totalitarisme sans goulag de Mathieu, en fait, on l'écrivait en même temps. On écrivait en même temps. Et donc, on s'encourageait dans nos processus d'écriture. On avait une réflexion par message sur le totalitarisme. Et finalement, on avait une discussion c'est assez drôle parce que quand tu lis son livre et quand tu lis mon livre, ils sont très différents, mais tu sens qu'il y a des choses de Mathieu qui ont nourri ma réflexion. Et puis tu sens dans son livre que parfois il y a des petites choses des petites piques que je lui ai lancées sur la crise sanitaire où voilà, ça a fait son chemin. Donc comme quoi, voilà, ça nous a nourris. On a écrit en même temps ces deux livres et c'était rigolo d'être en parallèle dans un processus d'écriture. Ah, ben j'en suis ravi. En plus, c'est un très bon sociologue. Donc voilà, c'est bien que vous vous soyez inspirés mutuellement. Et puis, alors, il y avait un livre que tu avais écrit précédemment, dont on a tiré une masterclass que je me permets de rappeler, qui s'appelle Se libérer de son moi toxique. Moi toxique, évidemment, c'est pas des parties de soi qui sont toxiques, c'est ce qu'on a ingurgité ou ce avec quoi on s'est construit et qui ne sert pas à notre meilleur intérêt. Et donc, il y avait pas mal d'années déjà, tu avais eu envie de proposer un parcours à des personnes intéressées à faire une rencontre avec elles-mêmes. On a souvent souligné que la démarche psychothérapeutique est une chose, et des fois, elle est incontournable, parce qu'il y a des enjeux d'évolution qui sont particulièrement forts, mais on n'y est pas forcément toujours prêt. Et puis, sans forcément aller jusque-là, il y a de toute manière des moyens de faire une première rencontre avec soi-même. Et donc, dans ce livre et dans cette masterclass, tu proposes tout un ensemble de pistes avec l'expérience supplémentaire du Covid et de tout ce que ça a bousculé en nous, notamment des repères parentaux, des repères de cohérence et d'intégrité émotionnelle, quel regard est-ce que tu porterais sur cette première proposition que tu avais faite à l'époque et qu'on a renouvelée dans le cadre de cette masterclass pour faire en sorte qu'elle soit aussi plus aidante pour les personnes qui souhaitent s'engager dans une rencontre avec eux-mêmes qu'être simplement face à un livre, ce qui est déjà bien, mais c'est vrai qu'en plus, on peut disposer d'un certain nombre d'heures avec toi et avec tous les conseils que tu peux donner, les suggestions aussi d'exercices, de pratiques. On a notamment, entre autres, parlé de la rencontre avec l'enfant intérieur, qui est très importante. Voilà, comment est-ce que tu vois aujourd'hui cet ouvrage qui a précédé, mais qui, je crois, a été très important à la fois pour toi en tant que psychologue, Oui. clinicienne et psychothérapeute, mais aussi en tant qu'auteur. Parce qu'effectivement, ton propos, c'est de proposer au monde des choses qui puissent être utiles et D'ailleurs, c'est éclairantes. rigolo ce que tu dis parce que Se libérer de son moi toxique est ressorti en poche pendant la crise sanitaire et il y a une très forte demande de ce type d'ouvrage parce que je crois que les gens ont été confrontés à un tel vacillement des repères qu'ils ont senti d'eux-mêmes instinctivement la nécessité d'aller travailler sur leur schéma. En fait, pour ceux qui percevaient la violence de la situation, ils sentaient qu'ils n'avaient pas la main sur le monde extérieur et que donc il fallait aller chercher tout ce qu'ils pouvaient, retrouver du pouvoir sur eux-mêmes et aller chercher toutes leurs ressources qu'ils avaient oubliées en fait. C'est un peu ça, se libérer de son moi toxique, c'est aussi pouvoir faire de la place pour reconnecter ses propres ressources et notamment dans des situations qui font violence à l'autorité parentale, comme les situations dans lesquelles on est aujourd'hui, parce que là, on a parlé de la crise sanitaire, mais dans le livre, je parle bien de tous les choix dans l'introduction. Je commence par le fait que cette violence institutionnelle, elle est dans les programmes scolaires, dans les programmes d'histoire, dans l'entrisme idéologique à l'école, dans le fait qu'on a cessé de considérer que les enfants ne sont pas des adultes. Voilà. Dans le déni total qu'il existe des stades de développement de l'enfance et des périodes sensibles où il est bon que l'enfant soit socialisé parce que il est particulièrement sensible au développement de ses compétences sociales et que donc si on lui fait rater le stade,
Toi et moi, on peut vivre enfermés un mois à la campagne sans voir personne, c'est pas un problème, on a passé la période sensible. Un enfant, non. Un enfant, après, il va être apeuré, il va être sauvage, il va avoir du mal, il va avoir mal au ventre, etc., etc. Ce que les enseignants qui ont une certaine honnêteté intellectuelle me confient aujourd'hui. Ils me disent, mais en fait, c'est maintenant, 3 ans plus tard, merci d'en parler, parce que c'est maintenant qu'on a les problèmes. Parce que c'est maintenant qu'on récupère en 6e des enfants qui ont été confinés et qui donc ont du mal avec les enjeux de la 6e, etc., etc. Donc je pense que toute cette violence institutionnelle qui nous est faite, si on veut pas ou basculer dans le déni, parce qu'on se sent impuissant en fait, hein, le déni c'est de la blessure d'impuissance, hein, ou dans le désespoir, et en fait nos enfants on n'a pas le droit de sombrer dans ces 2 écueils pour eux, c'est pas possible. Si on est dans le déni, on leur fait violence, si on est dans le désespoir, on leur ferme la porte. Je pense que ça nécessite de se faire confiance, revenir sur nos ressources à nous, revenir sur ce que c'est que la fonction parentale. Donc c'est pour ça que dans le livre, j'explique ce que c'est que la fonction parentale et notre mission, et notamment notre mission de par excitation. Le monde aujourd'hui ne fait qu'exciter les enfants au sens de les stimuler à un endroit où ils ne peuvent pas l'être sur tous les sujets. Et les attentats et la sexualité, et en fait, mais foutez-leur la paix. Voilà. Et notre rôle de parent, c'est de les par exciter. C'est de dire, tu regardes pas ces images. Ça, c'est un problème d'adulte. Donc, moi, je te protège si tu as un problème dans la cour de l'école. Je te dis pas d'aller te faire protéger par un copain. Parce que ton copain, c'est un enfant. Donc, j'envoie pas un enfant en première ligne. C'est moi qui protège chez l'adulte. Et donc, cette fonction de par excitation, elle est très importante. Et ça, même si on est dans un système politique qui est intrusif, on doit restaurer cette fonction. Et avec le livre et la masterclass dont tu parles, Se libérer de son moi toxique, je pense que justement, l'idée, c'est de faire travailler les parents sur les croyances limitantes qu'ils ont sur eux-mêmes, qui alimenteraient une forme de découragement, de « mais de toute façon, je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas géopoliticien ». Non, mais vous êtes le parent de cet enfant. Et donc, si vous allez utiliser le matériel de votre propre mémoire, de ce que vous avez vécu, de vos blessures d'enfant, des bonnes choses que vos parents vous ont données, de votre héritage au sens le plus beau du mot héritage, transmission, ben vous allez trier le bon grain de livret et parce que vous serez un adulte qui a bossé sur lui, vous serez un parent conscient. Un parent conscient, c'est pas un parent parfait, c'est pas un parent omniscient. C'est un parent qui peut aussi être fatigué, pousser un coup de gueule et finalement pour son enfant c'est pas très grave, il voit aussi que maman a des limites et ça peut arriver que maman ait des limites, si elle sait dire pardon quand elle est allée trop loin, c'est pas très grave. Mais le fait d'avoir bossé sur nous, je crois que ça ouvre un champ de perspective à notre enfant et c'est vraiment le but de la masterclass Se libérer de son moi toxique, c'est finalement les gens au contact desquels vous allez être, vous pouvez pas les faire changer, mais dès lors que vous avez suffisamment travaillé sur vous, ceux dont vous avez la responsabilité, vous allez leur donner la possibilité de venir vous parler en toute confiance parce que ça viendra pas ça viendra pas heurter des douleurs que vous n'avez pas travaillées. Évidemment que quand on te tape à un endroit où tu t'es cassé et la fracture n'est pas réparée, tu dis aïe. Quand tu as soigné ta fracture et que ton enfant vient taper dessus, tu peux élaborer quelque chose. Donc voilà peut-être le lien qui peut être fait aussi entre ma proposition avec ce dernier livre et la proposition de notre masterclass qui avait été très enrichissante à faire avec toi sur le travail qu'on peut faire. Et je crois que si aujourd'hui on fait pas fond sur nous-mêmes, les parents, nos enfants n'ont plus rien parce que c'est pas aujourd'hui la proposition politique qui va les aider. La proposition politique, elle considère que les enfants, c'est comme des adultes, qu'on en a rien à foutre de leurs besoins. On est dans un déni total de notre responsabilité. Donc c'est à nous, parents, de les remettre. Et même si l'enfant dit « Non mais maman, moi ça va, non mais maman, moi je suis d'accord », mais je te demande pas, en fait, si t'es d'accord ou pas, je m'en fous. C'est pas de ton âge. Tu n'as même pas l'âge de me fournir un consentement. Donc tu ne visionneras pas des images porno, point final, par exemple. Et c'est très important parce que l'enfant, il est malléable. Il est capable de dire « Non, non, mais moi c'est pas... Tu sais, moi ça va. » Mais en fait, je m'en fous que tu me dises que ça va ou ça va pas. Là, moi, je te dis que c'est violent pour toi. Donc c'est non. Et il a besoin d'un adulte qui tienne, qui soit au clair.
Et c'est vrai, j'ai eu le privilège d'échanger avec beaucoup de gens, soit dans le cadre de groupes que j'anime, de conférences que je donne, et c'est frappant de voir que toutes les personnes qui avaient cette double ressource de comprendre que la perversité existe, que la manipulation existe et qu'on peut la décoder, notamment au malaise qu'on ressent face à des gens qui cherchent à nous manipuler, et d'avoir fait une certaine rencontre avec eux-mêmes, disent avoir au fond beaucoup grandi au travers de la crise et avoir vécu des choses fortes et bonnes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. De dire, oui, ça a été dur, oui, il y a eu quelque chose de traumatisant à voir notre société autant partir en vrille, mais en même temps, qu'est-ce que ça a été passionnant? Qu'est-ce que ça m'a permis aussi, parce que ça nous pousse un peu dans nos retranchements, à me connecter avec l'essentiel, à trouver d'autres personnes avec qui je me sens en accord, que j'aurais peut-être pas cherché avec autant de détermination si j'étais juste resté dans le train-train de ma vie quotidienne. Et donc vraiment un travail de croissance que je trouve très beau à entendre et qui me semble d'autant plus important que c'est vrai que le paysage extérieur, il n'est pas très gai. On voit cet effondrement de tout un ensemble de systèmes sociaux. Tu mentionnes l'éducation, je veux dire qu'on se targue à ce point d'éduquer, entre guillemets, les enfants à la sexualité en les confrontant à des choses qui ne sont pas du tout de leur âge, et qu'on délaisse tellement les apprentissages qu'il est bon pour les enfants d'acquérir, parce qu'un mauvais niveau scolaire, c'est aussi angoissant pour un enfant. C'est au moment où il commence à comprendre les matières, où il commence à avoir l'impression de maîtriser le langage, les mathématiques, les opérations, la géographie, la connaissance du monde, que tout d'un coup, il y a quelque chose en lui qui se gonfle et qui se développe. Alors que quand on Bien crée une sûr, ça, et génération j'en parle dans la d'enfants... baisse du niveau d'instruction. Je dis que la base, c'est que évidemment que moins un enfant est instruit, plus il est violent et plus il est déprimé. Puisqu'un enfant qui sait qu'il n'est pas instruit et qui a 3 mots de vocabulaire pour exprimer ses émotions, il peut pas élaborer ses pulsions, puis il n'a pas confiance en lui, il le sent qu'il est nul. Donc évidemment que la violence et la dépression et la santé mentale des jeunes qui se dégradent, c'est lié aussi à cette baisse du niveau de l'instruction. Mais tu sais, du pain et des jeux, l'Empire romain décadent, ça date pas de notre gouvernement. On sait bien que plus la masse est bête, Hmm. et moins elle a confiance en elle, et moins elle a confiance en elle, et plus elle est manipulable et facile à gérer comme un troupeau de bétail. Hmm. Donc là, je crois aussi qu'on doit se permettre de dire à nos enfants, quoi qu'on t'apprenne, voilà, là, il y a des livres, on va voir, on écoute de la musique ensemble, et toi, t'en penses quoi? On va te servir un prêt-à-penser, tu le recraches dans ton DST s'il faut, mais par contre, peut-être qu'il y a une autre vision des choses, peut-être que, voilà, et si vous autorisez votre enfant à penser, votre enfant, quand même, il construit une confiance en lui. Je crois que ça, c'est très important. Mais là, oui, il y a eu beaucoup de pertes et beaucoup de deuil pendant cette crise. Et une des pertes, c'était qu'on a tous découvert que des gens qu'on trouvait très, très intelligents et dont on était très proches depuis très longtemps avaient basculé dans le narratif officiel, tête la première. Et ça a été une blessure pour beaucoup de mes patients qui m'ont dit, mais moi, voilà, enfin, ma témoin de mariage, ma meilleure amie m'a demandé mon pass pour venir à un anniversaire alors que personne n'était à risque. Voilà, il n'y avait pas de vieillard mourant. Donc il y a eu cette perte qui évidemment a eu pour contrepartie, comme toutes les fins de cycle, comme toutes les pertes, la naissance de bourgeons qui ont été des rencontres comme toi et moi. On se serait peut-être pas rencontrés sans la crise. Des rencontres avec des gens avec qui on était sur le même niveau de vibration en fait. Donc ça a aussi recréé des liens. En ce qui me concerne, au prix quand même de beaucoup de fatigue, puisque je me suis retrouvée à gérer en même temps l'arrivée de 2 bébés, plus le confinement pour un ado, plus les plateaux télé. Mais tu vois, il y a eu un épuisement. À un moment donné, j'ai fait une syncope. Voilà, j'étais au bout du rouleau physiquement. Mais le positif de ça, c'est que on m'a donné la possibilité sur les plateaux télé de faire émerger quelque chose qui était absent des médias, qui était le psychisme. Avant, dans les médias, le psychisme, c'était bon, quand il y a un attentat, on appelle une psychologue, elle nous dit ce qu'il faut dire aux enfants, merci, au Hmm. revoir. Et là, quand même, comme j'ai un petit côté têtu, on a quand même pu enfoncer le clou et dire on va avoir un problème, on Hmm. va avoir un problème, on va avoir un problème. Et donc, maintenant, quand même, l'idée que le psychisme existe, ça a peut-être été une des prises de conscience pour certains dans l'intelligentsia, euh, de se dire, bah oui, il existe quand même une différence entre les adultes et les enfants, et c'était peut-être pas très malin d'interdire de faire du foot à des gamins de 12 ans, quoi. Oui, et je t'ai déjà remercié pour ça, mais je tiens à le faire encore parce que vraiment ta parole a rempli un rôle
public sans équivalent. Et comme tu dis, tout d'un coup, c'était le fait de réaffirmer. Non, mais pas Exagère. parce que tu as eu beaucoup de visibilité aussi, donc tu as eu pas mal d'occasions de Oui. t'exprimer. Et ça a vraiment ramené un peu l'église au milieu du village de notre sensibilité et de notre psychisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on compose psychiquement avec la réalité autour de nous. Et c'est tellement important de rappeler les choses. Je crois qu'au fond, on a deux choses en commun, toi et moi. C'est le goût de la clarté, d'apporter de la clarté dans des questions complexes, notamment pour des gens qui ne les ont pas encore réfléchies ou qui s'y sont pas encore intéressés, pour qu'ils puissent assez rapidement entendre quelque chose qui fait sens pour eux. Et puis je pense aussi le goût de la parole qui fait du bien, qui aide à vivre. Et qui n'est pas forcément toujours une parole rassurante ou rassénérante. Des fois, c'est nommer la réalité des problèmes dans une certaine crudité qui va faire du bien parce qu'au moins c'est entendu. Et voilà, donc moi je trouve vraiment que la place que tu as occupée, le rôle que tu as joué était important. Et puis que c'est aussi des valeurs qui sont portées par tes livres et par ta masterclass, hein. Donc c'est vraiment des occasions de rencontrer des choses importantes en nous, mais avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Des fois, la rencontre avec soi ou le travail sur soi, ça fait un peu peur. On dit on va rencontrer plein de monstres qui vont sortir des placards, ça va être dur à vivre, ça va être éprouvant. Et Comme non. tous les héros mythologiques, finalement. On rencontre des Oui, mais je crois qu'il y a aussi une manière, finalement une autre représentation que je me suis forgée du fruit du travail thérapeutique ou d'évolution personnelle, c'est de grandir en amitié avec soi-même. D'être de plus en plus capable d'avoir une relation amicale avec soi-même, de bienveillance, de compréhension, d'encouragement, de soutien. Oui, et de bienveillance, d'arrêter de nous critiquer et de nous taper dessus à tout propos. Et donc, c'est vraiment un chemin qui fait du bien, j'ai envie de dire. Oui, de restaurer, se libérer de son moi toxique, c'est aussi restaurer une bonne parentalité vis-à-vis de soi-même. C'est est-ce que je peux être en relation avec moi-même, quoi que je vive. Et donc, même si je vis quelque chose de très désagréable, comme je suis en lien avec moi-même, je ne suis pas seule avec cette chose très désagréable que je traverse. Et je me donne le droit aussi de rester dans mon canapé avec cette chose très désagréable jusqu'à ce que l'émotion se soit tassée avant d'aller me mettre au contact des autres à qui je n'ai pas forcément envie de parler de ma douleur, mais que je ne peux plus masquer. Euh, et tu vois, je pense que je sais pas si on en parle dans la masterclass, mais si je crois qu'on parle de l'importance des mots qu'on a utilisés avec nous quand on était enfant, eh ben, je pense que c'est un outil qu'on peut donner à nos enfants qui est une bonne dose d'immunité psychique, c'est euh, écoute les mots qu'on emploie et repère les mots, ils ont un sens. Et je veux dire, la première chose qu'on a eu comme mesure sanitaire, ça a été un nouveau dictionnaire. Le nombre de mots qui ont débarqué, confinement, déconfinement, stratégie de déconfinement, patient zéro, circulation, masque, gestes barrières, distanciation sociale, présentielle, enfin, les mots, c'est très important parce que c'est avec des mots qu'on pense. Donc c'est avec des mots qu'on détruit, c'est avec des mots qu'on reconstruit. Et je pense que de dire aux enfants, voilà, il y a des glissements sémantiques. Chez un parent qui te maltraite, il va te dire c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je te frappe, c'est pour ton bien que je t'humilie, c'est pour ton bien que je t'empêche de sortir. De la même manière, dans une communication marketing, dans une publicité, dans un discours politique, il y a des glissements sémantiques. Puisque le but, c'est d'amener l'individu à se raconter qu'il est libre d'avoir fait le choix qu'il a fait, alors que bien évidemment, on l'a amené à coups de petits coups de coude à faire le choix qu'on veut qu'il fasse. C'est l'homo economicus, hein. Faut que l'homme rentre dans le modèle. Faut surtout pas que le modèle ressemble à l'homme. Et ces glissements sémantiques, c'est très important de les repérer. Et la notion d'effort, la notion de protection ont été extrêmement utilisées pendant la crise. Or, on n'a pas demandé un effort aux enfants. On leur a demandé un Un sacrifice. C'est sacrifice. pas pareil d'être une victime sacrificielle et de se donner du mal pour arriver à courir un marathon. C'est pas pareil. Protéger, c'est pas te voler ton discernement et ta liberté de penser. Et ce que j'aime bien dans cette Et idée, c'est en invitant l'enfant à être un chasseur de mots, à repérer les mots qui passent, ça lui permet aussi de pas forcément les prendre de plein fouet, mais d'avoir ce recul, de dire, OK, c'est quoi le mot qu'on est en train de me sortir et qu'est-ce qui me fait quand je l'entends. Donc voilà, ça remet aussi de la capacité de jeu, de compréhension, de créativité et donc de résilience c'est au bout du très compte. important et leur faire discerner, voilà, l'obéissance, la soumission, l'autorité, l'autoritarisme, l'interdit qui structure, la coercition
qui diminue. Voilà. Et je pense qu'on peut leur dire, voilà, il y a des interdits qui sont là pour te protéger et il y a des interdits qui sont en fait juste des armes pour te dominer. Et je pense que déjà, si on leur dit tout ça, on leur donne beaucoup d'outils pour penser la réalité dans laquelle ils sont. S'ils peuvent penser le monde dans lequel ils sont, après, ils trouveront leurs propres ressources pour faire face. Ils auront chacun des ressources, des talents, des compétences qui feront qu'ils trouveront leur place. Et moi, je leur fais beaucoup confiance pour se débrouiller. C'est une génération qui va... Si on leur donne juste ça, ils vont réussir à faire appel à beaucoup de créativité. Mais c'est sûr que si on leur parle de crise toute la journée, on les sidère, on les met en état d'urgence, donc on les empêche de penser. Bien sûr, bien sûr. Bien, le temps passe, Marie-Estelle. En tout cas, merci de nous avoir consacré cette heure que nous avons passée ensemble. C'est vrai que les perspectives immédiates sont pas forcément très réjouissantes. Des fois, on me demande, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour qu'on ressente de l'optimisme et qu'on s'encourage? Et souvent, je renonce un peu à faire ça en disant que finalement, l'important, c'est pas tellement d'être optimiste ou pas, parce que ça, c'est des projections sur l'avenir, mais c'est de savoir dans quoi est-ce qu'on nous mettons notre énergie Mmh. et à quoi nous consacrons nos efforts. Et la bonne Oui, nouvelle, c'est quand on cherche à être agissant dans des choses qui font du bien, qui mettent de la clarté, qui voilà. réhumanisent, bah là, on est déjà dans quelque chose qui, malgré la noirceur ambiante, est déjà bonne. Oui, parce que je crois que quand on s'engage, on est heureux. En fait, on nous a fait croire que de s'engager, voir des responsabilités, c'était lourd, il fallait pas, il fallait être confortable. Mais en fait, les gens qui ont fui les responsabilités et l'engagement pour être confortables ont été très en détresse pendant la crise. Ceux qui sont restés engagés, que ce soit les jeunes dans des groupes, dans des collectivités d'entraide, etc., ou simplement le fait de tous les matins devoir t'engager pour éduquer tes enfants, et ben, finalement, pendant que tu fais, tu te déprimes pas. Et tout ce que tu poses comme pierre, tu l'as posé. Donc, je crois que si on fait vraiment tout ce qu'on peut faire pour nos enfants, et ben ça fait quand même la différence avec si on fait rien parce que tout est foutu. Je veux dire, on peut quand même leur transmettre une espérance. Moi, je ne suis pas crédule, mais je suis croyante, voilà. Et c'est parce que je suis croyante que je ne suis pas crédule d'ailleurs. Je crois pas tout ce qu'on me raconte, mais je crois pas pour autant que c'est foutu et qu'on est condamné à être manipulé. Je pense qu'autre chose est possible, mais c'est à nous de le créer chaque jour. C'est aussi la bonne nouvelle de tout ça. Et puis c'est vrai que les choses, comment dirais-je, se désorganisent beaucoup à beaucoup d'endroits, mais c'est aussi typique des époques de décadence, des époques d'effondrement. Tu as évoqué la chute de l'Empire romain, il y a vraiment énormément d'homologie entre cette période et aujourd'hui. Mais il y a de toute manière un passage vers quelque chose et il tient à nous aussi d'être les gardiens d'un certain nombre de valeurs et d'un certain nombre de compréhensions pour que ça puisse tenir, pour que ça puisse vivre entre nous, puisque ça puisse aussi être repris par les générations futures qui sont déjà à pied d'œuvre et qui sont déjà dans leur dynamique de vie et dans la confiance que tôt ou tard, les effondrements en cours trouveront peut-être un devenir plus favorable. Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on peut déjà être dans une certaine forme de satisfaction d'être à pied d'œuvre pour ce qui compte réellement. Oui, oui, et puis toutes les époques ont eu leur noirceur, hein, faut pas l'oublier. D'un point de vue eschatologique, il y a toujours eu de la noirceur et pourtant on est encore là. Donc ça veut dire quand même que s'il y a au moins autant de lumière. Super, merci beaucoup Marie-Estelle. Tu aurais autre chose que tu souhaiterais ajouter? Non, je te remercie beaucoup. J'étais ravie qu'on Magnifique. reprenne cet échange. Moi Et puis aussi. voilà. Et puis j'espère que ceux qui nous écoutent auront trouvé des choses intéressantes pour se nourrir. Très bien. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée.